Bonjour à tous. Partir en voyage en zone tropicale, c'est souvent une super expérience. Mais ça peut aussi amener son lot de défis médicaux. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les points essentiels pour bien accompagner un patient, que ce soit avant son départ ou à son retour. C'est un vrai guide pratique étape par étape. Alors, au programme, on va voir comment bien préparer ses voyages, on parlera prévention, notamment le paludisme et le fameux péril fécal, puis on enchaînera sur les vaccins et la trousse de secours, et dans un second temps, on se concentrera sur la gestion des problèmes au retour, en particulier la fièvre et la diarrhée. Allez, on commence. Bon, première étape, et c'est sans doute la plus importante, la préparation. Tout commence avec la consultation avant le voyage. Et attention, ce n'est pas juste pour remplir un papier, non, c'est vraiment le moment clé. C'est là qu'on va pouvoir éduquer le patient, mettre en place toute la prévention, bref, poser les bases pour que le voyage se passe le mieux possible. Maintenant, la prévention. On va se concentrer sur les deux plus gros risques. Le paludisme d'un côté et ce qu'on appelle le péril fécal de l'autre. Alors, commençons par le paludisme. Pour s'en protéger, il n'y a pas une seule solution miracle. C'est vraiment une double stratégie qui est indispensable. Qu'est-ce que ça veut dire, cette double stratégie? Eh bien, d'un côté, il y a la protection physique, qu'on appelle aussi antivectorielle. Ça passe par des choses assez simples. Utiliser des moustiquaires, porter des vêtements longs, surtout le soir, et bien sûr, utiliser des répulsifs et des insecticides. Mais ça ne suffit pas. De l'autre côté, il y a la protection chimique. C'est la fameuse chimioprophylaxie. En gros, un médicament qu'on prend pour empêcher le parasite de se développer. C'est vraiment l'association des deux qui fait toute la différence. Ok, parlons médicaments. Pour cette chimioprophylaxie, on a principalement 3 options sur la table. D'abord, l'association atovaquone-proguanil, que l'on connaît sous le nom de Malarone. C'est assez pratique, on commence la veille du départ et on arrête seulement 1 semaine après le retour. Ensuite, il y a la méfloquine, le Larium. Là, le schéma est un peu plus long, on commence 10 jours avant et on continue 3 semaines après. Le point de vigilance avec celui-ci, ce sont les potentiels effets secondaires neuropsychiatriques, il faut vraiment en discuter avec le patient. Et la troisième option, c'est la doxycycline. On la commence la veille du départ et on la poursuit 4 semaines après le retour. Son principal inconvénient, c'est le risque de photosensibilité. Le choix entre ces 3-là, évidemment, va dépendre de la destination exacte, de la durée du séjour et du profit du patient. Allez, on passe au deuxième gros morceau de la prévention, le péril fécal. Le nom peut faire un peu peur, mais en fait c'est tout simple. C'est le risque d'attraper une maladie en mangeant ou en buvant quelque chose qui a été contaminé. C'est la voie orofécale. Et c'est de loin la cause numéro 1 de la fameuse diarrhée du voyageur, la tourista. La bonne nouvelle, c'est que pour éviter ça, les règles sont assez simples, c'est vraiment du bon sens. La base de tout, c'est un lavage des mains hyper rigoureux. Ensuite, côté alimentation, on ne consomme que des aliments bien cuits et on évite le cru. Pour les fruits, la règle c'est on peut les manger si on peut les peler soi-même. Et attention, on se méfie de l'eau. On ne boit que de l'eau en bouteille bien scellée et ça vaut aussi pour les glaçons. Pareil pour se brosser les dents, on utilise de l'eau en bouteille. En suivant ces quelques règles, on diminue déjà énormément les risques. On a parlé moustiques et hygiène, il nous reste 2 points importants dans la préparation, les vaccins et la trousse de secours. Côté vaccin, il faut vérifier plusieurs choses. D'abord, il y a la fièvre jaune. Attention, pour certaines destinations en Afrique ou en Amérique du Sud, il est tout simplement obligatoire. Ensuite, il y a ceux qui sont très fortement recommandés, comme les vaccins contre la fièvre typhoïde et les hépatites A et B. Et puis, bien sûr, c'est le moment idéal pour s'assurer que les vaccins de base sont à jour. Je pense notamment au DT polio. Et la trousse de secours, qu'est-ce qu'on met dedans? Les essentiels. D'abord un antiseptique cutané et un collyre. Ensuite un antipyrétique, type paracétamol, un antidiarrhéique, comme le racécadotril, et un antiémétique, par exemple la domperidone. Mais l'élément vraiment crucial, ce sont les solutés de réhydratation orale, les SRO. En cas de grosse diarrhée, c'est ça qui va éviter la déshydratation. Et évidemment, on n'oublie pas d'y glisser ces médicaments pour la prophylaxie du paludisme. Bon, ça c'était la préparation. Maintenant, passons à la deuxième partie, le retour. Et là, le symptôme qui doit immédiatement mettre en alerte, c'est la fièvre. Un patient qui revient d'un pays tropical et qui a de la fièvre, c'est une urgence. L'enquête clinique doit démarrer sur le champ. Et face à cette fièvre, il y a un réflexe. Le réflexe vital à avoir, c'est la règle d'or. Cette règle, la voici. Toute fièvre au retour d'une zone tropicale est un paludisme jusqu'à preuve du contraire. Il faut vraiment se le graver dans la tête. Pourquoi ? Parce que le paludisme peut être mortel et un retard de diagnostic peut être dramatique. Donc c'est le premier diagnostic à évoquer et surtout à éliminer. D'ailleurs, pour orienter un peu le diagnostic, un petit indice peut venir de l'interrogatoire. Il faut demander au patient à quel moment de la journée il pense s'être fait piquer. Si c'est plutôt en journée, on pensera à l'Aedes, le moustique qui transmet la dengue, le chikungunya ou le Zika. Si c'est plutôt la nuit, alors là, on pense à l'anophèle, le fameux vecteur du paludisme. Concrètement, la marche à suivre en cas de suspicion de palu est simple et doit être rapide.
D'abord, un interrogatoire bien ciblé, dans quel pays, pendant combien de temps, et est-ce que la chimioprophylaxie a été prise correctement. Étape 2, on passe tout de suite aux examens biologiques. Les examens de référence, ce sont le frottis sanguin et la goutte épaisse. Et l'étape 3, c'est l'action. On demande ces examens en urgence, il faut vraiment le préciser au laboratoire. Une fois qu'on a éliminé le paludisme, ou même en attendant les résultats, il faut bien sûr penser aux autres causes possibles de fièvre. La liste est longue. On a les arboviroses, comme la dengue, qui sont très fréquentes. Mais il ne faut pas oublier la fièvre typhoïde, une primo-infection par le VIH, ou même des choses plus rares, comme un abcès amibien du foie. Le diagnostic différentiel est vraiment large. Voilà pour la fièvre. Maintenant, le deuxième grand classique au retour des tropiques, la diarrhée. Et là aussi, il faut une approche bien méthodique pour trouver la cause. Alors, comment on procède ? Première étape, on se pose la question de la fièvre. Est-ce qu'il y en a ? Si oui, on en revient toujours au même réflexe, on pense paludisme. Ensuite, pour explorer la diarrhée elle-même, on demande les examens standards, une coproculture pour chercher les bactéries et un examen parasitologique des selles ou EPS. Et pour cet EPS, il ne faut pas hésiter à le répéter si le premier est négatif, car certains parasites sont plus difficiles à trouver. D'ailleurs, la présence de fièvre, c'est un bon élément d'orientation. En général, une diarrhée avec de la fièvre, ça nous dirige plutôt vers une cause bactérienne, comme une salmonellose ou une shigellose. A l'inverse, une diarrhée sans fièvre ou apyrétique doit faire penser en priorité à une cause parasitaire, comme une amibiase ou une giardiase. Ça aide déjà à y voir plus clair. Pour résumer tout ça, s'il y a 3 mots à retenir, ce serait anticiper, suspecter et protéger. Anticiper parce que la consultation pré-voyage, c'est la clé de tout. C'est là que la prévention se met en place. Suspecter parce que devant une fièvre au retour des tropiques, il faut avoir le réflexe paludisme toujours. Et enfin, protéger parce que des règles d'hygiène simples et une bonne protection anti-moustique, ça reste la meilleure assurance pour le voyageur. Et on va terminer avec une question pour ouvrir la réflexion. On parle beaucoup des voyages, mais avec le changement climatique, les moustiques eux aussi voyagent. Le moustique tigre, qui peut transmettre la dengue, est maintenant implanté dans des zones qui n'étaient pas du tout tropicales. La question n'est donc plus de savoir si on aura un jour un cas de dengue contracté localement dans une clinique en zone tempérée, mais plutôt quand ça arrivera. C'est une nouvelle réalité à laquelle il va falloir se préparer.